pouvoir commencer. Alors, je me présente, Jean-Paul Lanly, de l'Académie d'agriculture de France et ingénieur des eaux et forêts de formation, docteur ès sciences en phytogéographie. Ma vocation est née de forestier né au Maroc, où le service forestier était le seul service public dans les montagnes et faisait non seulement des plantations, mais il faisait du développement rural, parce que les agronomes et les vétérinaires étaient restés dans la plaine. Mais dans les montagnes, il n'y avait plus que les forestiers en termes de service public. Donc, ça m'avait beaucoup intéressé. À ma droite, M. Thierry Chambol, qui va être le rapporteur de notre séance de clôture et à qui je demande de se présenter. Je serai théoriquement le rapporteur des 4 rapporteurs que je viendrai juste d'entendre, donc ça ne sera pas si facile. Moi, je suis au départ ingénieur des ponts et chaussées, mais depuis quelque temps, je suis devenu ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, ce qui accroît évidemment mon champ de compétences, et je suis donc devenu très compétent en matière de forêt. Je suis membre de l'Académie des technologies, qui est un des membres du GID, et à l'Académie des technologies, j'ai surtout travaillé sur les thèmes de l'environnement, parce que dans mon passé, j'ai été directeur de l'environnement en France pendant 11 ans. Et puis, j'ai pas mal travaillé également sur les rapports Nord-Sud dans le cadre de l'Académie des technologies, donc ce qui me donne une coloration qui me permet de comprendre un certain nombre de choses que j'ai entendues avant-hier et hier. Voilà. Oui, mais il ne veut pas s'éteindre. Et parce qu'il n'a pas allumé les siens. Ça ne marche pas? Appuie sur le bouton. Ça marche, ça marche. Voilà. Donc, notre séance finale se décompose d'abord en présentation par les rapporteurs des 4 séances de la conférence, c'est-à-dire la séance d'ouverture et les séances 1, 2 et 3 du programme. Après quoi, nous essaierons d'avoir un débat, si le temps le permet, sur l'ensemble de ces rapports et de celui que fera M. Thierry Chambol, tel qu'il a vu, tel qu'il a entendu les 4 rapports. Ensuite, c'est Jacques Brillet, qui est membre du GID, en tant que vice-président du GID, tirera les conclusions de cette séance. Puis nous entendrons M. Teodoro Miano, le secrétaire général du SIAM, et à la suite de quoi nous terminerons cette séance à 11 heures pour partir au parc national des Gorges de Samaria. Alors, je vais me permettre quelques courts commentaires généraux sur la conférence. Il y a eu un foisonnement d'idées, un foisonnement d'initiatives qui ont été présentées par les uns et par les autres, à la fois dans le développement et dans la recherche. Et la Méditerranée apparaît bien en matière forestière et de végétation en général
comme un ensemble assez ayant des facteurs physiques et écologiques communs et certaines préoccupations communes, mais aussi, il apparaît très nettement, et ça ne peut que correspondre à la mission du GID en particulier, il apparaît très nettement qu'il y a deux Méditerranées dont il faut se voir, connaître les différences. Les objectifs, les préoccupations des pays du sud et de l'est de la Méditerranée ne sont pas les mêmes que les préoccupations et les objectifs de ceux du nord. Mais il faut voir justement quelles peuvent être les synergies entre le nord et le sud. Il y a d'autres dialogues entre le nord et le sud qu'il faut aussi assurer, celui des forestiers avec les autres acteurs du développement, celui des forestiers avec la société en général et les préoccupations sociétales, celui des forestiers avec les populations locales, celui des jeunes et des moins jeunes. La Méditerranée n'est pas dénuée d'institutions intergouvernementales ou non gouvernementales travaillant dans les domaines que nous avons étudiés. Il y a les intergouvernementaux avec la FAO au départ, depuis 1947, qui avait érigé l'association Sylvain Méditerranée, comme nous l'a raconté Dedeto en 1911. Cette association, une des premières associations professionnelles autour de la Méditerranée, peut-être la première, et l'association Sylvain Méditerranée de 1911, qui a été reprise en 1947 en un comité intergouvernemental Sylvain Méditerranée. Il y a le SIAM qui nous héberge aujourd'hui, avec lequel cette conférence a été organisée. Il y a le plan bleu pour la Méditerranée, enfin, qu'il y a, disons, le parapluie de la Convention de Barcelone, où le PLO est un acteur horizon important. Il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales. On en a vu quelques-unes qui ont été présentées à la dernière session. Donc, il y a des coordinations déjà, et il y a des intentions de coordination, mais ceci n'est probablement pas suffisant. Et je me pose la question de savoir s'il ne faudrait pas une coordination des coordinateurs, au moins une harmonisation des coordinations pour essayer d'être plus efficace. Voilà, ceci dit, je passe la parole à Madame Gendreau Massalou, vice-présidente du GID, et qui a été la rapporteure de la séance d'ouverture de notre conférence. D'abord, des sentiments de gratitude à ceux qui ont si bien préparé ce qui nous rassemble. Julio, Jean-Luc Béron, pour le fond, Alain, Yasmine, avec eux. Et puis, pour vous tous, avec un de mes compères, hier soir, on regardait notre assemblée, on parlait de façon amicale, avec chaleur, avant les festivités. Et on se disait, parce que les événements de la région, qui sont cruels et qui affectent beaucoup de pays, nous bouleversent aussi. Si un certain nombre de dirigeants ressemblaient davantage à ceux qui sont ici avec nous, comme le monde vaut mieux.
Parce que nous, ici, on a réussi d'abord à faire parler de ce sujet des personnalités qui chacun ont apporté leur qualité personnelle, je dirais leur touche personnelle. Il y en avait 5 dans la séance d'ouverture. Je n'en parlerai pas, je ne raconterai pas tout ce qu'ils ont dit. Vous pourrez l'entendre, c'est déjà sur les réseaux. Mais je voudrais juste, en tant que spécialiste des cultures, qualifier ce que j'ai entendu. Riccardo Valentini, qui est un grand savant, mais c'est un savant qui s'avance avec modestie, avec simplicité, et qui incarne, comme d'autres d'Italie, ce mot qui remonte, de mon point de vue, à Balthasar Castiglione, qui est la sprezzatura. Art de faire, de proposer, sans dire, sans se mettre en avant. Omar Bessaoud, qui est un homme de grande culture, mais qui non plus ne se met pas en avant, mais qui souhaite que dans tout ce que nous allons construire ensemble, entre réseaux, cette dimension du passé, des savoirs traditionnels, soit revalorisée, parce qu'elle est aussi utile, et que nous savons bien, nous, que l'ancien temps peut aider le temps moderne. Guillaume Saint-Denis, qui a une précision dans l'analyse des structures, des chiffres, des indicateurs, de tout ce qui peut nous permettre de comprendre. Et nous savons bien qu'il n'y a pas d'action sans d'abord une compréhension profonde des faits, des actes, des traités, de l'aspect juridique qui nous meut, si nous voulons, comme nous le sommes, être respectueux de l'état de droit, être respectueux des composantes de nos pays, en même temps que nous parlons de tous nos pays, parce que même si nous n'avons pas toujours de bonnes idées sur ce que font nos pays, nous sommes profondément liés à chacun de nos pays, et c'est bien. Eliamza, Monsieur le ministre, la rigueur, la lucidité, même quand les événements sont difficiles chez vous, et aussi la volonté de transmettre. Vous avez à la fois analysé les problèmes de votre temps, mais aussi conçu des programmes d'enseignement et de recherche pour votre pays, mais transposables. Et puis Gilles Bottch, je dirais que de même que la sprezzatura est un mot intraduisible, parce que c'est un mot d'Italie, Gilles Bottch, il y a un mot pour qualifier la qualité scientifique de sa recherche. Je ne sais pas s'il est là d'ailleurs. Il est là. C'est un mot français intraduisible aussi. C'est le bagou. C'est cette façon de vivre avec les gens sur place, de parler, de transmettre et finalement d'exprimer profondément les besoins, les attentes et de construire patiemment une grande muraille. Ça, c'est pour ce que je pense de chacun de vous qui apportez quelque chose à des projets communs. Et plutôt que de raconter vos interventions, je voudrais juste dire que il y a des qui ont circulé. D'abord, les points qui sont les traits du climat, de la démographie, de la biologie, qui ne sont pas finalement si éloignés entre l'Europe du Nord et les pays du sud de la Méditerranée. Parce que partout, les évolutions sont rapides, partout, comme vous l'avez tous dit, les changements se marquent, partout. Nous avons le sentiment, comme l'a dit un d'entre vous, que c'est, comme le disait aussi Milton en son temps, Lost Eden, un paradis perdu, affecté, et qui affecte tous les secteurs de la vie humaine. Et comment prendre en charge à la fois tous ces secteurs? Parce que ce que vous avez tous dit, c'est qu'il ne suffit pas de s'occuper de la croissance d'un arbre, il faut s'occuper de l'économie des territoires, il faut s'occuper de la manière dont les citoyens vivent sur le terrain et valorisent les ressources en eau, en terre, les bassins versants. Donc, c'est un regard compréhensif, holistique, que vous avez tous porté sur notre sujet. Vous avez aussi parlé de ce qui est de la réalité de l'assèchement et de ce que le rôle de l'arbre, de sa préservation et de sa croissance dans des conditions où sa croissance naturelle parfois doit l'emporter sur des volontarismes trop agressifs, même si le volontarisme, vous l'avez tous également dit, nécessaire pour sortir du laisser-aller, laisser-faire, qui n'est jamais de bon conseil. Donc, il faut fonder cette manière de respecter les forces vives qui sont à l'œuvre dans le territoire,
parce qu'il porte aussi un imaginaire, il porte aussi une représentation du paysage, une représentation de la beauté qui nous entoure ici, qui nous entoure au nord et au sud de la Méditerranée. Donc, bien sûr, laisser la croissance naturelle se faire là où elle est possible, ne pas apporter des espèces invasives, lutter contre les invasions biologiques, mais ne pas méconnaître qu'il y a également à utiliser les ressources de la technologie. Pourquoi? Alors, ce qui m'est très frappant, c'est que la réduction des gaz à effet de serre, que, vu de France, on considère comme essentielle, vous avez tous dit que ça n'est qu'un petit bout, que ce qui est une formidable pression des pays du Nord sur la production de gaz et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, beaucoup de pays du Sud qui ne sont pas tellement producteurs de gaz à effet de serre, qui le sont beaucoup moins. C'est pas ça qu'il faut chercher. C'est pas d'abord ça. C'est pas l'atténuation, c'est l'adaptation. Là, c'est aussi un point commun, s'adapter. Et les recommandations que vous avez tous formulées, ce sont des recommandations d'adaptation qui concernent aussi tous les secteurs économiques liés à vos préoccupations d'écoforesterie durable, diversification, intégration des échanges, justement, ça c'est une des vertus de notre symposium, montrer qu'aucun pays n'est par ses propres forces capable de régler les problèmes et que ce n'est qu'en mutualisant et qu'en échangeant les bonnes pratiques que nous pourrons progressivement amener chacun à se retrouver mieux dans son territoire avec des communautés qui vivront sous les arbres, dans les arbres, avec des arbres en partie anciens, en partie régénérés, en partie nouveaux. Formation, employabilité, recherche de tous les moyens pour nous parler, les réseaux, mais aussi les Open University, et bien sûr, tout ce qui peut permettre à chacun de ceux qui se sont exprimés de continuer à parler avec les autres. Au fond, nous sommes des représentants d'institutions fortes, même si elles ont des défauts, diverses, qui ne sont pas habituées à faire s'écrouler les murs, parce que chaque institution a toujours tendance à ne jouer que pour elle-même, à ne rechercher des financements que pour elle-même. C'est cela que vous mettez en cause. Et c'est cela qui, de mon point de vue, est l'apport le plus considérable de cette première table ronde. Nous ne continuerons pas sans penser en commun, penser ensemble pour travailler ensemble, à la fois pour tous les pays de l'Euroméditerranée, mais aussi pour chacun dans sa particularité, dans le respect de sa profondeur culturelle. Voilà ce que j'ai retiré, moi, de ces 4-5 magnifiques interventions. On aurait pu croire au début qu'elles allaient partir dans tous les sens, mais non. Il y avait des trésors à prendre, même si les sujets étaient en apparence assez divers, et ces trésors, ils vont dans le sens de ce qui nous rattache, c'est-à-dire du commun. Merci. Merci, Madame Gendreau Massalou, pour c'était une synthèse qui pouvait apparaître difficile au premier abord, mais que vous avez très bien menée. Je passe maintenant la parole au rapporteur de la première séance, enfin de la séance 1, renforcer les écosystèmes forestiers méditerranéens et leur potentiel évolutif, qui était modéré par M. Gianbattista Deodato, secrétaire de Sylvain Méditerranea, et dont le rapporteur est M. Khariton Kalaitsidis. Monsieur Kalaitsidis, vous avez la parole. Thank you very much and good morning. We'll quickly go through the points that were raised in the session 1 on the 3 round tables.
I'll try to be quick because time is pressing and we have to be on the bus at 11 o'clock to make sure we have enough time for the field trip. So, for the first session, the first roundtable was about the forest ecosystems that are present in the Mediterranean forests and the pressures that they are under. So one of the points raised was that there's a significant need to obtain information about the extent of our forests, and the FAO is in the next issue of the State of the Mediterranean Forests. We'll have a map of such an extent, which was produced using remote sensing data. Another point was that biodiversity is a very important ecosystem service, and it is influenced by a range of factors, including geology, geography, the climate, and also human activities, which have to be taken into consideration. Another point was that when agriculture is replacing forests, usually we have the loss of a lot of ecosystem services. But when this replacement is with permanent agriculture, like olive trees, for example, it may be possible to maintain some of those services. Since there are a range of countries from different climates and there's a lot of variability in the Mediterranean forest as a whole, there is a need to standardize a common approach, have a common definition of what forest is, for example, and also to harmonize the monitoring mechanisms in order to have comparable results and hopefully have the capacity of implementing activities on a larger scale. The extensive forest cover, even though it might be a health factor, it might indicate healthy forest, can actually in some cases reduce the biodiversity that would have been possible if there would be an open space. For the second roundtable, we looked at what lessons we can learn from the previous successes and failures and how to improve the actions we take. So there was a talk about the Green Dam in Algeria, which was implemented when the French were more involved in the country. And when after the liberation and independence of Algeria, this was abandoned, but it was implemented again in the last 3 years, and it's showing success and promise to be an efficient measure. The effective implementation of the optimal adaptive measures against desertification definitely will need to include the assessment of ecosystem services and quantify them in order to be able to optimize their perseverance. Some of the obstacles that prevent the combat against desertification include the lack of manpower, the lack of networks that can help different stakeholders collaborate, the bureaucracy, which is delaying things significantly, and also sometimes the conflicting EU frameworks. Also, there was the point raised was about the need to increase public awareness about the severity of the problem and inform people how, with their everyday life and change of their personal practices, can help towards this direction. The exchange of knowledge and experience is definitely beneficial, but we must bear in mind that if a successful practice in one area is transferred in another area, it needs to be reevaluated in order to help it adapt to the current conditions there. And finally, that point was raised about the subsidies, that they should be focused on helping the most efficient practices being implemented. And finally, the third roundtable was about the keys to success on strengthening the Mediterranean forest ecosystems. At one point was that when we conduct forest management, for example, cutting down of trees, we must remember that we're interfering with the natural evolution of the forest, and we have to be aware of the impacts that our actions have. Also, it was raised that it was very important to, when we have a fire incident, it's not just the actions we take during the first year, but even up to 5 years later, we have to actively help natural regeneration in order to have the best possible results in the long term. Again, remote sensing was raised as a way of collecting data and in combination with AI algorithms. There was a study that showed that we can produce relatively accurate forest species maps, which can be of immense use for our planning processes.
The Great Green Wall concept is a very good solution. It's been applied in various range areas, and for Sahara and Maghreb, it is deemed to be a very good practice. We need to invest in the equipment and training of staff in order to help them use the new technologies that can increase our efficiency and help us improve the decision making. When we're looking at how to manage forests and help them combat the forest degradation, we must look at the specific species and their traits and take advantage of those traits in each case to help us with the process. There was a suggestion that the policy should shift towards a more anthropocentric use of forest resources, because eventually we want to use the forest as best as we can sustainably. So the focus on only its protection and damage prevention is, of course, it has to be considered, but the human factor has to be taken into account. In order to make investments in forest and land restoration more attractive, because financing is one of the big obstacles in the whole process, we must reduce the relevant risks in order to make it more attractive. And finally, financing could be secured from a range of possible sources. For example, implementing financing mechanisms like payment for ecosystem services, seeing where the funding is being applied and it's not so efficient in order to divert from one application to the other, and also create market opportunities to involve the private sector and the individuals, and make room for appropriate value chains that will be able to generate revenue which will be directed towards forest restoration. And that's the summary of session 1. Thank you, Mr. Khaled. Thank you, Mr. Khaled. If you want to sit on the table. Yeah. Nous passons maintenant à la séance 2, optimiser les synergies entre secteurs d'activité et biens et services forestiers méditerranéens, dont le modérateur était M. Guillaume Saint-Denis, président du Plan Bleu pour la Méditerranée, et dont le rapporteur était M. Julio Uruelas Roquero. Merci. Cheville ouvrière importante de notre conférence. Merci. Merci beaucoup. Bon, nous, on a essayé de structurer le résumé, pas par table, mais finalement par des grandes idées qui nous sont parues plus, les plus intéressants, les plus rappelant à l'attention. Et voilà, aussi dans un souci de breveté et de synthèse. Donc, la première idée que je voudrais souligner ici, qui m'a paru importante, c'est le constat qu'on a pu voir sur l'importance de l'utilisation du bois pour la construction comme un moyen de capture de carbone à long terme, des changements dans les modèles productifs basés sur l'acier et le béton, et voilà, une façon aussi de mettre en valeur toute la production en bois des forêts. Et voilà. Et le deuxième concept, c'est lié au rôle des forêts dans la conservation des ressources naturelles. On a pu voir plusieurs exemples sur la conservation de l'eau, sur la conservation des sols, et aussi dans la sécurité alimentaire. Et on a vu tous les sous-produits, les produits non ligneux qui peuvent être obtenus des forêts, des arbres qui ont des productions à haute valeur. Je vais parler tout à l'heure. Donc voilà. On a Jean-Luc Perron nous a montré dans sa présentation que environ voilà, la valeur du bois, c'est pas seulement le bois. Et les forêts, ils ont énormément d'autres valeurs. On pourrait quantifier environ un tiers de valeur totale, les valeurs purement attribuables au bois.
dans la séance sur la santé, et voilà, on a pu constater qu'il y a un lien très important entre santé publique et environnement, là où les forêts jouent un rôle très important. Donc, bon, la définition de l'OMS dit que la santé, c'est un état parfait de bien-être, à la fois social, mental et physique. Ça veut dire, on doit pas, la définition de santé n'est pas contrainte seulement à la santé physique. Donc, aussi, voilà, les nouvelles études qui nous montrent l'impact qui peut-être n'est pas évident, n'est pas assez facile à quantifier, mais l'impact très important que l'environnement, que le bien-être de la société en lien avec la nature a pour la réduction des maladies non transmissibles. Aussi bien que voilà pour la prévention des risques naturels, pour la prévention des maladies épizootiques, qui sont celles qui pourraient venir éventuellement du contact avec des sons sauvages. Bon, nous, dans notre région, ça n'applique pas peut-être beaucoup. On a eu aussi des interventions très intéressantes sur la valorisation des produits non ligneux avec l'argan, les caroubiers, les pistaches, des cultures qui ont plein de potentiel dans notre région. Vraiment, les conditions climatiques des sols sont très bonnes. Et il faut vraiment une structuration de la filière, plus de recherche dans la transformation de ces produits et bien sûr un effort pour l'extension agraire, assurer l'implantation de ces cultures. Bon, c'est hors de cette séance, mais on a vu aussi avec M. Ben Maïr dans sa présentation dans la séance 3, mais qui je pense, qui a appuyé cette idée, non? Il faut accompagner avec un suivi de près ces activités de replantation. Après, on s'est intéressé aux environnements qui sont à l'intersection entre les forêts et l'agriculture. Donc, on a eu Elvira qui nous a illustré sur le montado de esa, cet système sylvopastoral d'énormes richesses à la fois en biodiversité, mais aussi en usage économique, il faut le dire, qui couvre une bonne partie de l'Espagne et du Portugal. Et on a vu l'importance de la multifonctionnalité de ces espaces, aussi que d'approcher la gestion d'une façon intégrale. Après, pour la surveillance, la gestion et la prévention des feux de forêt, on a eu aussi des interventions et on a vu voilà l'importance de jouer pas seulement sur l'extinction elle-même ou sur la formation des pompiers, mais aussi sur l'éducation, sur la sensibilisation des populations et l'amélioration des infrastructures de base pour avoir une vision qui soit plus orientée vers la prévention et le contrôle que sur l'alerte et la réponse, disons. Et le dernier point, je voudrais souligner, c'est l'importance d'assurer la participation des populations locales. Et ça, je pense qu'il a été ressorti un petit peu partout. L'importance de considérer les gens comme moteurs de leur propre développement, en prenant des décisions dans toutes les phases des études, des projets, des initiatives. Et voilà, l'importance de leur faire devenir la force vive qui amène les changements pour assurer que finalement les initiatives ont la réussite. Donc, je vous remercie beaucoup. Ça, c'est ma petite synthèse. Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler au micro Monsieur Antoniès Lopez Francos
du SIAM de Saragosse, qui a été le rapporteur de la séance 3, répondre aux enjeux climatiques et sociétaux auxquels sont confrontées les forêts méditerranéennes. La séance était modérée par Madame Magali Maire du SIAM de Montpellier. And it has been a complex matter as there were around 11 presentations. Okay, so we are going to try to put a key message for each one of the presentation, and then we will develop a little bit of the details that were explained by the speakers. So the first one is a presentation on innovations on rangelands to face climate change, and in the particular case of Tunisia, but I think we could spread all these experiences to all rangelands and drylands around the Mediterranean, and even also in these grasslands that are not so arid in the northern area of our sea. So there are innovative solutions that have to be developed, but we have also to be very conscient and to profit of the traditional practices that are already familiar to rural populations, because these populations have been evolving for centuries in their land, and they know very well, and they have adapted to many challenges. This is not a new situation. Okay, so we have to mix, we have to be clever, and we have to very much attach researchers to populations in a paradigm of participatory research. And there are new solutions on mobilization of unconventional water resources, valorization of byproducts to feed animals, the choice of best adapted species in cultivation and breeding, waste management processing, renewable energies mobilization, carry out land use conversions that are imposed by climate change, and many water and soil conservation works, always, as I said, in collaboration with the population. And there's some more complex products as insurances that could be developed to fight against extreme climatic events, especially drought, and policies to consolidate the small-scale agriculture. That is maybe the only way of maintaining populations in some of these areas which are really marginal. The second presentation that was by Madame Farsi, it was dealing with a really important topic, and this was proved by the intense debate that we had after her intervention, and it's about the dialogue on forestry and society. So the main message is that we have to improve communication skills in the forestry community, but also take into account that convince through rationality doesn't seem to be the most appropriate approach. I mean, foresters are talking on rationality, on how to do things, on facts, but maybe society and many people is talking about symbols and emotions. So the spaces from which each community is talking are different, and this is difficult to match. And that the dialogue is difficult, but it can be facilitated if we take into account this fact. Okay, so we understand that there's a so-called paradox of wood. So people like very much wood, but they don't like cutting tree. So they don't understand that there forest has to be managed. And this is maybe more important in the northern countries, but I would like to raise the question if the foresters in southern and eastern Mediterranean countries are also feeling that this question is raising up. Some ways to move forward in the context of environmental crisis. As said before, strategic communication, playing with emotions, or trying to convince by rationality doesn't seem to be the appropriate approaches. And building constructive dialogue with society, guided by principles as consider the power of symbolism associated with forests and trees in the societies,
consider the plurality of ethical positioning, interrelationship with nature, and address negative emotions by non-defensive postures and contribute from a posture of quiet strength to enrich the debate. The third intervention was precisely a particular case on how to collect the societal expectations regarding the use and the benefits of a nature area, a protected nature area, in particular the Samaria Gorge that we are going to visit this morning. So it was a research with sociological and economic techniques to measure what characteristics influence visitor satisfaction. And this is also a good point to link with the following round table that was on education. And this is something that forestry people should know. It's not only forestry techniques, but also socioeconomic and many other disciplines to be integrated in their know-how. These tools, these approaches may help to improve visitor satisfaction and also, secondarily, but more importantly even, contribute to public awareness on forest and nature heritage. So if someone has a better experience visiting a natural park or a forest, maybe he or she will be more aware on the importance and the benefits that these areas are bringing to him or her and to the society in general. So this was the first roundtable. And for the second one, that was dealing with education toward new skills and the crafts of tomorrow, we had the first presentation by Joseph Ben Meir dealing with rural development projects in Morocco in the High Atlas. The message is that the sustainable management of Mediterranean forests cannot be conceived without engaging the training of young people. But also local development projects are levers for empowerment of people and also good spaces for education, especially for youngs. So there is a key word here and in many other presentations that is participatory. We can do nothing with the local people. But here he stresses that participatory approach is also empowering people. So they make their own vision of their future and they lead their own way for reaching this future. Don't forget about integrating marginalized groups in the process of development, especially women and youth, as these multiply impacts. This is a lesson for many development projects. Also sharing finances and efforts. I mean, giving things for free doesn't work generally. And a lesson is also that reinforcing social networks through this type of projects can be an outcome by itself, and as it will be the condition for other innovations to pop out, to emerge in the territories, and for creating solidarities in the case of emergencies that are more and more frequent. And these are opportunities, these development projects are opportunities to train youth and young people to take charge of the sustainable management of their local environments. So youngs as leaders, as animators of their communities, and also very interesting points or very interesting spaces to involve higher education institutions. So these projects are opportunities to train students on qualitative participatory research, for example, but very important to provide them experiential learning in the field as facilitators of local change. So contacts of students in the universities with the local reality through these projects are very relevant. Then we pass to training needs in forest sciences in the Mediterranean, which is also a very important topic, as foresters today and in the future should have a complex set of capabilities to face two complex problems. Maybe in the past the problems were complex, but nowadays they are also complex and they are different. So the speaker
Eduardo Rojas said that forest professionals need stronger weight of social science background, not just economy, as we said, participatory, dealing with societies, groups, etc. It's very important. They must have the capacity to integrate many disciplines and manage the dimension order. That means that the vision has to be holistic to attack problems that are complex and not just fight the symptoms. And specific skills, soft skills for finding win-win solution, solve trade-offs, dig into complex issues, for example, land tenure, marginal situations, social, emotional, and communication issues. Manage time, long rotations, and history that are very important for forest activities, in contrast to agriculture, for example, and manage vast spaces. Sometimes wide spaces and marginal spaces. And also be aware of non-conventional opportunities for job that will seek social recognition of forests. And these are emerging nowadays, and I think we think that foresters can profit of these opportunities. And finally, an important message is be less humble and recognize the merits and successes of the profession. And then we pass to the intervention of Lucia Rivera from FAO Silva Mediterránea. She's a young person, and the first observation is that Mediterranean population is young, although there are big differences between countries, and that we have to make youth a specific target of sustainable development policies. And in the specific area of forest sector employment, there's many grounds to make jobs more attractive and overcome traditional seasonality and informality. First of all, we have to improve data collection, statistics, etc., and include specific data on youth participation. As an important message is that green economy provides opportunities for decent employment for young people in the forest sector, but also forest can be seen as a space of entrepreneurship and for developing alternative life projects. And this is emerging very much in our countries, and this is welcome, I think. In the skills development, of course, quality is an important word, and also training certification is important, and education, higher education, vocational training is key for improving working conditions and employability of people in the forest sector. Again, improve the real inclusion of youngsters and participation in decision-making. And the final message is avoid tokenization. I mean, let's forget about marketing and propaganda and do really things because we believe in them. Monsieur Lopez-Francos, je pense que pour les institutions, la troisième table ronde, ce ne sera pas utile de faire la présentation si leurs représentants veulent s'exprimer dans le débat, mais il nous faut laisser un peu de temps pour le débat. Mais merci pour les deux premières tables rondes. D'accord, merci. Si vous voulez, vous venez ici. Je passe la parole maintenant à M. Thierry Chambon qui va faire sa propre analyse, va faire la synthèse des 4 synthèses. Non, je ne vais pas faire la synthèse des synthèses. Simplement, je m'interroge. Oui, c'est bon, c'est bon. Je m'interroge sur le message que le GID et le SIAM voudront faire passer à l'extérieur pour rendre compte de la richesse de ces débats et pour inciter à des améliorations sur un certain nombre de points, puisque c'est ça quand même l'objectif des rencontres Parmenides. Alors, moi j'aborderai 4 points, je ne sais pas si ce sont les points qui resteront dans le communiqué final, mais c'est d'abord le premier point qui est celui de l'état des lieux. C'est-à-dire, au fond,
Qu'est-ce que c'est que la forêt méditerranéenne? On a parlé d'un certain nombre de surfaces, parfois différentes. On a fait d'abord une première constatation que Michel Gendron-Massalou a bien souligné, c'est qu'au fond, la contribution de la forêt méditerranéenne à la séquestration est extrêmement faible, en fait. Donc, on ne parle pas ici en termes d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, mais on parle beaucoup plus d'adaptation. Et il faut notamment que c'est pas péjoratif, que les gens du Nord qui ne pensent qu'à la réduction de ces émissions comprennent cette situation particulière à la forêt méditerranéenne et probablement à d'autres champs d'action. Ensuite, derrière ce concept de forêt méditerranéenne, on a vu à travers tous les exposés qu'il y a une grande variété de la forêt aux espaces boisés, de la forêt qui est presque délaissée, où il n'y a personne et avec tout le risque que cela comporte pour les incendies, de la forêt qui est proche de urbain et qui peut apporter une synergie entre le milieu urbain et les forêts, à la forêt qui est habitée et habitée parfois avec une forte densité. Et on a beaucoup insisté sur cet aspect des choses dans ses composantes sociologiques, économiques. Et donc, je pense que c'est un apport important de la conférence et qu'il faudra insister là-dessus. Il faudra donc, on a vu, améliorer les statistiques en étant plus précis sur la nature de ces forêts, sur l'état sanitaire de ces forêts. Donc, il y a un effort d'amélioration des statistiques qui a été souligné à plusieurs reprises. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est celui de la recherche. On a eu un excellent exposé sur la recherche appliquée qui se fait à travers EGED et qui est vraiment une recherche qui veut aller de résultats de la recherche pour l'action. Mais je pense qu'il y a aussi des recherches plus amont qui ont été moins évoquées, et il y a aussi les retours d'expérience. On les a soulignés en particulier pour les murailles vertes, que c'était nécessaire pour partager les résultats, aussi bien d'ailleurs les succès que les échecs éventuellement, pour les actions futures. Je pense que le SIAM joue lui-même un rôle dans ces programmes de recherche et qui peut avoir un rôle de coordination, de partage important. Le troisième point que je voulais souligner, c'est que je l'appellerais formation-information. Donc, la formation, c'est en partie, c'est heureux qu'il y ait un instrument spécifique qui est le SIAM pour ce type de formation, mais on a vu aussi qu'il y a tout un champ qui est celui de l'information du public, qui est une information extrêmement difficile parce que entre la vision de l'arbre sacré dans lequel habite qu'avaient les anciens d'ailleurs et qui avaient son intérêt d'une certaine manière, et puis le tronc qu'on débite en planche, il y a une vision plus synthétique, plus complète de la forêt, de sa gestion, et puis également de ses avantages monétarisés. C'est très important d'arriver à comprendre les avantages monétarisés qui représentent peut-être les 2/3 de la valeur des forêts. On a aussi beaucoup insisté sur ce sujet. Enfin, un quatrième point qui est celui des relations avec les institutions intergouvernementales. On en a parlé, on a vu que bien souvent dans ces institutions, depuis l'ONU jusqu'à la COP, on prenait la forêt comme tout. Alors qu'il est évident qu'il faut affirmer l'identité des forêts méditerranéennes et que dans tous les programmes qui peuvent être établis, il y a une déclinaison importante en ce qui concerne la forêt méditerranéenne et les échéances qui sont devant nous d'organismes de la FAO
de COP, de la COP, etc., doivent être de bonnes occasions pour faire valoir cette identité des forêts méditerranéennes et l'obligation d'en tenir compte et d'établir des programmes spécifiques et des moyens de financement spécifiques pour la forêt méditerranéenne. Donc voilà un peu les 4 points sur lesquels on peut essayer de bâtir peut-être une contribution de la conférence très riche vis-à-vis de l'extérieur. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Chambal, pour l'énoncé et l'explication de ces 4 points importants. Je voudrais rappeler une vérité qui nous semble parfois oubliée, c'est que la gestion durable des forêts ne peut être que multifonctionnelle. Vouloir réduire la gestion de la forêt à l'atténuation du changement climatique, à l'absorption, enfin, au stockage du carbone sur pied, est, à mon avis, une erreur fondamentale. Les forêts de tout temps et toutes les générations de forestiers ont géré les forêts pour plusieurs objectifs à la fois. Et même les forêts les plus qu'on considère comme des champs de betteraves ou des usines à bois ne sont pas unifonctionnelles. Elles sont multifonctionnelles parce que il y a une question d'environnement autour des arbres, il y a une question des sols dont il faut s'occuper et se préoccuper. La gestion forestière durable ne saurait être unifonctionnelle. Je vais maintenant ouvrir le débat avec la salle. Les quatre rapporteurs sont avec nous et pourront répondre aux questions qui seront posées par la salle. Jean-Luc Perron. Catherine Réchignac, Jean-Luc Perron. Merci, j'ai beaucoup aimé les synthèses et Théodore aussi. On discute un peu pour ensemble pour voir. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment très bien ce que vous avez fait. Et elles sont différentes, mais elles ont bien montré les points clés de ce congrès qui a été extraordinairement riche. Je voudrais rajouter 2 choses aux conclusions des conclusions de Thierry. La première, c'est que je pense qu'on n'a pas assez insisté. J'aime pas les choses négatives, moi. La forêt ne séquestre pas beaucoup de CO2, crac, on va se faire taper dessus. Mais la forêt séquestre l'eau. Et on n'a pas suffisamment parlé des eaux et forêts. Je pense qu'il faut qu'on les mette dans notre rapport final. En expliquant que oui, en Méditerranée, peut-être qu'on ne séquestre pas beaucoup de CO2, mais on séquestre l'eau. Et ça, je crois que ensuite, pour ce qui va se passer dans le Sahel, c'est une chose extraordinairement importante. Donc, c'est un point qu'il faut rajouter. Et le deuxième point qu'il faut rajouter, c'est le point que Guillaume a exprimé au niveau du plan B. Il ne veut pas que ça soit le plan B, donc c'est pas le plan B. Peu importe, mais de manière presque collective, d'essayer de penser que dans notre tête, on a la COP 30 sur les forêts et que peut-être à cette occasion, on pourrait faire un traité ou quelque chose de plus simple, enfin peu importe, mais sur la forêt. Et je crois que ça aussi, il faut qu'on le mette en sortant de nos conclusions. Voilà les 2 remarques que je voulais faire. Merci, Madame Brechignac. Il y a une demande de parole de Monsieur Perron. Et après, le représentant de l'IRD qui est là à gauche. D'accord. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je voulais aussi remercier effectivement les présentations qui ont été faites. On sait que c'est un exercice difficile. Mais, moi, je crois que c'est toujours très important d'être bien concentré pour essayer d'en retirer la substantifique moindre. Alors, il y a beaucoup de choses à retirer, mais moi, je voudrais
mentionner un seul point là qui vient immédiatement à cette audition, c'est l'intrication en fait des enjeux écologiques et socio-économiques bon, c'est peut-être banal de le dire comme ça, mais je pense que c'est très, très spécifique dans tout ce qui a été présenté et aux forêts méditerranéennes. Je dirais que ça vient s'opposer sans doute à ce qui se passe dans les forêts industrielles ou les champs d'arbres auxquels faisait référence Jean-Paul Lanly, où on impose à la nature des choses, des pilules difficiles à avaler. Ça s'oppose aussi aux protections à tout craint de la forêt qu'on voudrait aussi imposer aux populations locales. Et donc, je pense que c'est bien adapté, cette intrication écologique et socio-économique bien représentative des forêts méditerranéennes qui est depuis longtemps sous cette forme-là, alors ça n'exclut pas qu'on protège certains endroits, mais ça doit être fait avec les communautés locales. Ça n'exclut pas qu'on fasse de la restauration écologique, mais ça doit être fait avec les collectivités locales. Ça n'exclut pas qu'on fasse de la plantation de production, mais aussi avec les communautés locales. Et ça débouche aussi sur l'importance qu'il y a à avoir une collaboration en permanence, sur l'importance qu'il y a à avoir une recherche interdisciplinaire, sur l'importance qu'il y a à développer les sciences humaines, économiques et sociales au sein de l'enseignement, donc ce qui a été aussi bien souligné. Voilà. Bon, je m'arrête ici parce que... Merci, Monsieur le député. Oh. Oui, également, merci beaucoup pour ces synthèses qui étaient d'un très bon niveau. Je voudrais d'abord renforcer la demande de Madame Bréchignac sur la rétention de l'eau et peut-être même l'appuyer un peu plus, puisque en retenant l'eau et en ayant ces sols plus humides, on a un effet sur le carbone. Quand on dit que les forêts méditerranéennes, c'est négligeable sur le carbone, on ne pense que ce qu'il y a dans le bois, on ne pense pas ce qu'il y a dans le sol, ce qui est retenu dans le sol. Et en plus, en évitant l'érosion, on évite aussi du relargage de carbone, qui est celui du sol. Donc, il faut pas non plus négliger complètement ce système. Et une deuxième chose que j'avais fait montrer dans mon exposé, il ne faut pas parler en Méditerranée que de la forêt, mais de tous ces systèmes agroforestiers, comme celui de l'Arganier, comme celui avec les caroubiers, qui ont une valeur environnementale très, très importante. Donc, il faut parler de forêt et de systèmes agroforestiers. Ouais, merci. Derrière vous, Monsieur Orioras Friales. Et pour les comptes rendus et les actes, précisez votre nom propre. Monsieur Albergel vient de parler, mais c'est bien avant chaque parole le nom de la personne qui parle. Merci. I would like to highlight this issue of water. We have been very much affected by global discussions, also European-wide discussions that the Mediterranean area, despite the importance culturally and everything, is 20% of Europe in area, more or less. And the water issue is really the relevant issue in the region. In open forests, dehesas montados, agroforest system, that is less an issue. The key issue is in the moment the forests are abandoned, there is sufficient rainfall, is the abandoned dense forest. We have more in the north, but surely they grow also in the east and in the south. And there, we have a total synergy regarding our basic threats, which is fire and unuseful water loss, because it's the fine elements that burn. A thick tree doesn't burn. It's the fine elements that burn. And if we have too much, more than 10 tons of fine elements, there is no system of firefighting that can stop that. No system. So reducing, and these fine elements are the same that generate interception. By 500 millimeters, just by feeding these forests and
increasing resilience and taking an important part of the fine elements, we can have at least 10% reduction of interception. This is 500 cubic meters per hectare a year. Imagine how important this is for the watersheds. Progressively, water administration, in the case of Catalonia, for example, we are seeing this is the single solution to manage vector forests and to overcome this hyperdense abandoned forest, because that is the cause. The Ebro, without reduction of rainfall, there is no reduction of rainfall noted the last 50 years, has reduced in the 80s 50% of the water flow. A little bit is more demand from agriculture and settlements, but basically it was the appearance of butano gas, rural abandonment, afforestation, and expansion of forests and shrubs. So it's a very important. It was a Tunisian comment of reduction of the flows. We have to not think it's always climate change. It's basically the densification of the forest. So I think this is a very important issue. And just very punctual issue to Jean-Paul Lanly, when you comment yesterday, Silva Mediterranea and the meetings, there was an important conference in 1930 in Madrid, and recently it has been published in Spanish, so I will provide you the reference. So there was a history before it came to FAO. Second, we have to be very cautious when simplifying the east of the Mediterranean. For many things, and I prefer that the Turks don't reivindicate it, that we do the others. Turkey is in many things more northern than Eastern Mediterranean. Just looking at Turkey, same place, ambivalent, la Turkey. And the last thing, just recall, you commented how important it is. In fact, in Portuguese and Spanish, the word of material and wood is the same. Madeira comes from materia in Latin. This is just a linguistic, that is an evidence. Thank you. Thank you, Eduardo. Qui veut prendre la parole? Oui, derrière. Alors, il y a Gilles Boitch. Je suis anthropologue, chercheur au CNRS et président de l'Institut Baleinites. Je voudrais vous remercier pour vos interventions. Les synthèses sont très intéressantes. J'ai appris beaucoup de choses, mais j'avais quand même l'impression d'être dans un monde de forestiers. On a beaucoup parlé de la forêt, et pour moi, la forêt, c'est un socio-écosystème, c'est-à-dire, il y a des arbres, il n'y a pas que des arbres, il y a aussi des gens. Et j'ai bien aimé quand vous avez commencé à parler de toute la symbolique qu'il y a autour de l'arbre. Par exemple, le baobab dans le Sahel, c'est l'endroit où il y a l'âme des morts, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Mais ça, c'est pas économique, c'est culturel. Et je trouve que la dimension culturelle, il faudrait peut-être un petit peu plus la développer. Vous l'avez un petit peu abordé, mais il faudrait peut-être aller un petit peu plus loin. Deuxièmement, je pense qu'il faudrait vraiment collaborer entre les forêts sèches sahéliennes, les forêts méditerranéennes, parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs, il y a beaucoup de choses en commun, et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais il y a peut-être des expériences à tirer des autres dans les deux sens. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Et la troisième, c'est que la science a beaucoup de choses à apporter, et malheureusement, comme d'habitude, on n'est pas beaucoup entendu, n'est-ce pas, Catherine? Et je crois qu'il faut qu'on ait une parole un petit peu plus forte, un petit peu plus offensive pour faire passer les messages. Je vous remercie. Thierry Chambol, puis another intervention. Parce que la contribution à l'érosion des sols est également fondamentale dans la forêt, qu'elle soit d'ailleurs méditerranéenne ou pas méditerranéenne. D'autres interventions? J'en prendrai deux parce qu'il faut laisser. Madame, il y a deux dames. Deux dames. Two ladies. Merci. Samia Khalifa de l'Université de la Manouba. J'interagis rapidement, je réagis avec ce qui vient d'être dit. Peut-on changer de paradigme et avancer dans
dans le rapport aux ressources forestières et penser ou imaginer un projet qui nous lierait ou une action qui nous lierait pour essayer de recenser un patrimoine forestier commun méditerranéen. Et dans ce patrimoine, il y aura le matériel, l'immatériel, probablement dans des conditions et des étages bioclimatiques et des écosystèmes aussi fragiles que ceux du Sud, et même au sein du Sud, il y a des disparités. Peut-être que même cette eau séquestrée, cette eau conservée dans l'eau, dans le sol et les plantes, serait aussi, pourrait revêtir d'une dimension patrimoniale. Merci. Madame Lamizana Diallo. Yeah, thank you very much. I think that the summaries was very capture most of the discussion we had, and this is very important. What I wanted to insist and wish I might be just to highlight again is the importance in this region for land restoration. I think that forest grows on lands. The sequestration and the carbon sequestration has mentioned on land is very important. So maybe we could also highlight this importance, because if we restore land, then we can really kind of keep the forest and other ecosystem, linked ecosystems. The second point is maybe the importance of forests, but forests among most of the ecosystem like rangeland, oases, which are very particular in this region, being it to the south of Mediterranean or mainly, which might be the hotspots for restoration, for conservation, for the ecosystem we are looking for. And third is just maybe in information and a call for maybe taking the opportunity of the COP16 of the UNCCD, the United Nations Convention to Combat Desertification, which is really in line with the forest and land and etc., which will be in December 2024, and which can provide an opportunity again to maybe raise this profile of the forest and the message we want to keep in the kind of decisions. So this is just like an information and a call and open so that it could be taken. Thank you. Une ultime très courte. Monsieur Lefebvre. Très courte. Merci pour toutes ces synthèses, Monsieur Lefebvre. Je rebondis sur la notion de patrimoine. On est tous bien d'accord qu'il y a le patrimoine à la fois biologique et culturel, mais aussi il y a la période de changement. Se rappeler dans le même ordre de qu'hier, et aussi partager d'expérience. Donc, il faut associer à la notion de patrimoine la notion d'innovation. Et je crois que c'est fondamental et montrer que le patrimoine est aussi une source d'innovation et c'est pas seulement un blocage sur le passé. Merci. Non, je dois arrêter, je suis désolé, mais il faut laisser le temps à Monsieur Brûlé et Monsieur Miano de nous dire ce qu'on va faire à partir de là, ce qui est très important. Monsieur Jacques Brûlé. Bonjour à tous. Ça marche là, oui, oui. Écoutez, je voudrais d'abord me réjouir de la qualité, de l'intensité de ce que j'ai vécu depuis 2 jours. Et pour ça, il faut d'abord remercier les gens qui l'ont organisé. Je cite d'abord Jean-Luc Perron, parce que sans lui, depuis plus d'1 an, nous travaillons sur le sujet à préparer cette conférence de longue date. Et puis ensuite, bien sûr, Rubio, Yasmine et Ala qui nous ont aidés à monter ce magnifique événement. Deuxième chose, je voudrais rappeler un tout petit peu ce qui lie le GID et le SIAM. J'étais à l'origine, il y a 3 ans, 4 ans maintenant, de ce rapprochement de 2 structures qui ne se connaissaient pas beaucoup. Et nous avons fait cette première expérience à Bari, il y a 2 ans, juste après la Covid. C'était un grand succès, les gens étaient très heureux de se retrouver. Et je dois dire que 2 choses après ça. D'abord,
grande complémentarité dans ce partenariat. Le GID et le SIAM, nous avons des choses très différentes à partager, mais qui sont complémentaires. Et donc ça, c'est important. Deuxième chose, le format de ces colloques me paraît précieux. On ne veut pas faire des conférences grand public, on ne peut pas faire des séminaires trop étroits. Donc, la notion de colloque, ces endroits, ces espaces où nous pouvons discuter, dialoguer avec des opinions quelquefois différentes, me paraît extrêmement important. Et nous réunissons, et c'est la preuve aujourd'hui, des gens d'horizons extrêmement différents, des deux rives de la Méditerranée, des trois rives de la Méditerranée. Ayant moi-même passé ma vie en Afrique, en Asie et en Europe, je me sens très, très bien en Méditerranée. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je ne suis pas du tout forestier, moi. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous avez dit, mais mes impressions sont impressionnistes, justement. Hein. Et donc, quelques mots-clés qui m'ont marqué, je peux les citer en complément des recommandations formidables que Thierry a synthétisées tout à l'heure et qui sont vraiment extrêmement larges. Le premier, c'est que le sujet est très complexe. J'ai bien aimé le mot, la mosaïque méditerranéenne. On est là-dessus. Hein. C'est très compliqué, mais il y a une historique tellement forte qu'il faut en tenir compte. Alors, le deuxième, moi, ça a été cité deux fois, c'est la cigale et la fourmi. Est-ce qu'il faut réagir en cigale ou en fourmi? C'est effectivement un concept qu'a mis en place Ésope. Et je rappelle que Jean de La Fontaine, qui est dans une fable, était forestier. Jean de La Fontaine était forestier. Donc voilà, effectivement, une référence absolument formidable. Je rappelle aussi que ça a été dit, et c'est effectivement une expérience. Nous avons lancé cette idée de bassin versant. Et bien, ces bassins versants s'appliquent à pratiquement toutes les notions que nous mettons en place. Et je crois que c'est important. Catherine l'a dit en début de conférence. Le bassin versant est une notion importante à prendre en compte. On n'est pas seulement dans la parcelle ou dans la localité. Le bassin versant est vraiment une unité. Le bassin versant, ça rappelle l'eau, hein, Jean. Donc, effectivement, c'est le bassin versant qui compte dans la gestion, dans l'organisation des opérations. Elles sont souvent transfrontalières, et donc on l'oublie quelquefois, mais c'est effectivement le bassin versant qui, à mon avis, la bonne échelle pour travailler là-dessus. Ça a peut-être pas été assez dit, mais je crois que c'est important. Je crois que c'est Marie qui avait... non, c'est Christine Farcy qui en a parlé. Cette incompréhension de la société civile sur les problèmes forestiers. Alors, j'en fais un peu partie, puisque je ne connais rien. Effectivement, de vue de loin, les forestiers, là, ils coupent du bois, ils en font n'importe quoi. On oublie effectivement qu'à côté de ça, eh bien, les gens veulent mettre plus de bois partout dans les constructions, et que s'il n'y a pas de forêt, il n'y aura pas de bois. Donc, c'est des choses, à mon avis, là-dessus, cette communication en public, c'est quelque chose de très compliqué, même difficile. Je crois qu'il est important que nous y songions. Alors aussi, je sais pas comment c'est venu, mais on a parlé de murailles vertes et de barrages verts. Alors, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, mais déjà, cette notion entre murailles et barrages, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça m'a intéressé, et Gilles l'a rappelé, il est très important que le retour d'expérience soit commun. Ce qu'a mis notre ami algérien sur l'échec, entre guillemets, de ce qu'a fait l'Algérie depuis 20 ans, est extrêmement intéressant à prendre en compte. Enfin, ils ont bossé comme des fous, et puis finalement, il y a rien qui reste. Dommage, quoi. Et donc, il faut surtout pas qu'on reproduise la même erreur dans le Sahel, que je connais bien aussi. Et donc, effectivement, le retour d'expérience est quelque chose de fondamental que nous devons partager. Partager aussi entre nous. J'ai été frappé, et ça a été dit par Jean-Paul aussi, hein, cette absence, ce manque de communication, de mutualisation des travaux de ces grandes structures. Nous avons la chance au GID, et peut-être aussi à Moussi, de ne pas être des grandes structures internationales avec plutôt un réseautage politique. Nous avons nos propres systèmes de décision, et je crois que voilà, c'est un exemple à prendre. Nous devons absolument encourager le fait que nos structures doivent absolument travailler ensemble, parce qu'encore une fois, il y a une expérience formidable qui est faite entre nous, et je crois que nous la partageons grâce à ce type d'organisation. Alors j'en viens surtout, pour moi, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait demain à partir de cette richesse? Alors pour moi, je les classerai en deux choses. Il y a le court terme, très court terme, et puis le moyen long terme. Sur le court terme, les recommandations vont être très riches. Hein. Effectivement, ce qui a été dit tout à l'heure, et Thierry s'excusait d'avoir été trop bref, mais effectivement, elles sont très, très importantes, ces recommandations. Donc, ces recommandations, je pense qu'on va les sortir dans quelques semaines, quelques jours, parce que c'est relativement simple d'en faire la synthèse. Alors, je crois qu'il faut les utiliser très vite. La première, nous-mêmes, dans nos réseaux. Alors, ce sera sur le site. Vous savez qu'on a un site Internet commun entre le GID et le SIAM, très belle réussite aussi. Et donc, ça va déjà alimenter les réseaux sociaux. Mais chacun d'entre vous, dans vos structures, faites passer ce type de recommandations parce qu'elles me semblent extrêmement importantes.
Deuxième chose, il y a la COP28 dans un mois à Dubaï, je crois. Eh bien, le GID est tout à fait d'accord avec le SIAM et avec EFIMED d'être présent, de partager ce genre d'événements pour insister sur le rôle des forêts. Et nous, effectivement, de façon beaucoup plus large, nous pensons qu'il faut faire beaucoup de choses comme ça. Je suis d'accord aussi avec Catherine pour dire qu'il faut que cette idée lancée de façon improviste par Guillaume sur d'organiser, de mettre en place alors un protocole sur les forêts qui soit complémentaire de la Convention de Barcelone me paraît quelque chose d'important. L'idée de commencer par la recherche est peut-être une bonne idée. En tout cas, ça aussi, ça devrait faire partie de nos recommandations et être évoqué peut-être lors de Dubaï, mais aussi, et Catherine l'a rappelé, à la COP 30 qui se fera au Brésil et qui aura le thème de la forêt. Donc, je pense que nos travaux doivent absolument être repris dans ces schémas. Alors, sur le moyen terme, je vois 3 niveaux. Le premier, c'est que nous allons publier des annales. Le GID, on est un peu à l'ancienne, on aime bien faire des papiers. Donc, on fait des ouvrages, des petits bouquins, mais ils meublent la bibliothèque. Je crois qu'il est important de le faire. C'est un travail d'un peu plus long qui sera fait dans quelques mois, mais qui permet d'avoir quelque chose de précieux. Je pense que ces bouquins de papier qui sont faits avec du bois restent quelque chose d'utile dans nos bibliothèques et serviront, je crois, pour les générations futures. La deuxième, c'est que au GID, et je pense que le SIAM peut être associé, c'est de lancer des projets concrets. Notre président d'honneur, François Guinaud, met bien ce genre de notion, que le GID, grâce à ses actions, lance des projets concrets. Et nous pensons depuis quelques semaines, quelques mois, à faire par exemple, des plantations de cèdre au Liban. Le cèdre est un arbre absolument emblématique dans ce pays. Et avec plusieurs associations, plusieurs collègues dans la salle, on va essayer de voir si dans ce pays magnifique mais compliqué et dans une grande détresse en ce moment, nous puissions effectivement contribuer à son développement avec des plantations de cèdre au Liban. Ceci pourrait être étendu à beaucoup d'autres pays méditerranéens et je crois que c'est une idée intéressante. Et puis surtout, je souhaite vraiment, je le dis devant Théodore, que nous faisions un après-midi de 11. On est le 10e, donc c'est le rythme qui commence à être pris tous les 2 ans, parce qu'il nous faut du temps pour respirer, pour retrouver un peu nos choses. Et je souhaite effectivement qu'on profite de ces magnifiques installations du SIAM pour le faire dans un site du SIAM, parce que vous êtes, et je voulais en passant remercier l'équipe du SIAM de Rania de nous avoir accueillis. Alors, c'est à vous de décider où est-ce qu'on pourra le faire. En revanche, sur le thème, j'ai une proposition, Théodoro. Nous avons lancé au GID, après l'avoir fait moi, au sein de l'Académie d'agriculture, des controverses. Les controverses, on met des gens qui ne sont pas d'accord ensemble, et qui se battent même, et qui se discutent, et qui s'engueulent. Eh bien, c'est très riche. C'est très riche parce que les gens finissent, parce que bien entendu, on est tous intelligents, donc on finit par comprendre un peu la position des autres. Sans consensus, il y a quand même un début de rapprochement. Alors, on l'a fait à l'Académie sur des sujets comme l'agroécologie, la biodiversité, ou la gestion de l'eau, ou sur l'élevage, qui est un sujet très compliqué. Je souhaite qu'on le fasse en interacadémique, c'est-à-dire comment les académies européennes, américaines réagissent sur des sujets. Et nous avons choisi, on vient de choisir, le thème de l'alimentation et de la population. C'est absolument central. Je crois que notre ami ministre tunisien en a parlé un tout petit peu dans sa présentation. La sécurité alimentaire, l'approvisionnement des populations, c'est majeur. Et donc, c'est un sujet compliqué. Chaque pays réagit en fonction de ses besoins, de ses envies, de ses connaissances. Donc, je souhaite, nous proposons que cette problématique que nous allons faire au sein du GID dans les prochains mois puisse être retenue pour un prochain congrès du SIAM. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je ne suis jamais très long. Je pense qu'il y a encore un peu de temps pour Théodore pour conclure définitivement. Mais je voulais encore une fois remercier votre présence. Ce format vraiment sympathique où il y a du brainstorming, parce que j'ai été frappé aussi dans les soirées sympathiques que nous avons fait. Il y avait des tables de chercheurs qui ne parlaient que de recherche. Moi, je suis très loin de la recherche forestière, mais ça me faisait plaisir de voir les gens échanger directement entre eux, échanger les cartes de visite et les adresses pour aller plus loin dans la discussion. Encore merci à tous. Et puis, je vous souhaite de vous retrouver tous dans 2 ans quelque part à définir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Jacques Brouillon. Nous savons maintenant dans quel itinéraire nous nous retrouvons. Et donc, nous aurons aussi l'occasion de nous faire parler de la forêt, même si c'est accessoirement. Je voudrais dire 2 choses. Les forestiers nigériens se sont quand même très bien organisés depuis, je crois qu'on en est à la 8e semaine forestière méditerranéenne qui se tiendra
qui devait se tenir en Tunisie, mais qui se tiendra, je crois, en Espagne, non? Et l'année prochaine. Et là, il y a beaucoup d'échanges. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu, comment dirais-je, forestiers, et qu'une conférence comme celle-ci est très importante. La deuxième chose qu'on peut dire aussi, c'est que les forestiers n'ont pas été éduqués ou ont choisi cette profession, non pas pour être sur les plateaux de télévision, malheureusement, mais pour dialoguer avec les arbres et les forêts. Et les communicants vont dans les secteurs qui sont importants pour la société. Or, les forêts ne sont importantes pour la société que dans quelques pays d'Europe, mais pas dans les pays méditerranéens. Monsieur Teodoro Biano, je vous passe la parole. Merci beaucoup. I have the task of wrapping up, concluding. It will be I think the final brief speech. I want to start saying that I really like to congratulate and to make my compliments to all the authors for their contributions and sharing with us their expertise. And a congratulations to all the attendees, who still are very numerous, for their active participation and discussion. This is the Parmenides conference number 10, and is the second that we organized with the GAD. And I hope you have enjoyed the event, both from the scientific and technical, but also social aspects. This second experiment was really interesting and enjoyable, and engaged us in several exciting discussions concerning very innovative information in the field of the Mediterranean forest ecosystems, a topic that for SIAM, I must say, is very recent as well, and is launched by my predecessor, Secretary General, Mr. Placido Plaza, who is with us, with the formalization of an internal SIAM working group on forestry, which involves, of course, all the 4 institutes of our organization. GID and SIAM are continuously checking common approaches, starting from the topic selection, the organization, the selection of the venue, and the stakeholders and partners to be involved. At this conference, the topics that have been considered are very numerous and displayed in the different sessions organized. I don't think I can summarize as all of them, as Michel has done with a very elegant and polite words to all of us from a different point of view. But I appreciate very much the work done by the moderators and the rapporteurs that have carefully reported all of that. So several aspects related to knowledge and education were cross-linked together with research and innovation needs, mixed up with the policies, regulatory and management issues. This is very stimulating and one of the main achievements expected by these conferences. During the 3 days, we have shared a very strong message that we share to our stakeholders. So we have, been talking about communicating, transferring what we have done. We think there is an urgent need of strengthening Mediterranean dialogue and cooperation. We believe that the issue discussed, connecting to the conclusion we had in Bari on the sustainable management of watershed issues, as Catherine was mentioned before, it constitutes an ambitious roadmap for our region, a region that needs common spaces to co-solve their common problems. Science diplomacy, research cooperation, joint training programs related to the needs of the Mediterranean populations are levers that remain under consider. One suggestion I was discussing before with Catherine could be a bringing home message is to organize and to plan a multidisciplinary and multi-stakeholder educational program in the field of forest science and forest management. And also Mr. Chambol also mentioned before. In this respect, a full report collecting all the recommendations and the final remarks reported in the presentation of each author will be duly collected together with some relevant issues emerged during the discussion moment. The final document will be presented, we believe, and shared during the next COP28 in Dubai. It will be next December. SIAM will be there with a number of other organizations and generate new dynamics, hopefully. I can easily say
that SIAM and JID are very glad to work with other international organizations. And I'd like to highlight the important role of the French Academy of Sciences, the French Academy of Agriculture, the European Forest Institute, and Silva Mediterranea as partners of this organization. In our atelier, we are already working for the Parmenides 11, as Jacques was mentioning, an event to be planned possibly for 2025. So we will start soon to set the foundation of the event, and of course, all of you will be informed accordingly. One thing that we can say at the moment, as Jacques mentioned, is that the topic will consider the food system and the population on our side. And this is really in the heart of our organization, because SIAM, as a main framework, works in the field of sustainable food system, which includes almost everything going from the natural environment, the natural resources, up to the consumption, so the human being and the population. I'd like to conclude my final speech expressing our special thanks to all the people that helped to live these few days in a wonderful campus with an extraordinary atmosphere, friendship, and hospitality. Our thanks go to Mr. George Baurakis, his tireless team, all included technicians, janitors, cooking teams, interpreters, students, and of course, the people, the marvelous group of the Convention Center. Their experience, skill, and wonderful hospitality is becoming known worldwide. A round of applause goes to Hala, Julio, and Yasmin, who have been working very constantly on various aspects of the organization, not least the scientific program. I mentioned before, but I have to thank again our partners, the academies, and the last but not least, Madame Brezhignac, President of JID, for sharing with us this experience, and all the members actively involved in assembling together the event. And thank you for the very nice participation. Given the fact that some of you has mentioned and cited a few books, I will cite my view of this let's say extreme synthesis of the conference. And I will mention a book by Jean Genot, probably many of you know, The Man Who Planted Trees. And this is, I think, the final, very simple synthesis of the event. Thank you very much for your attention. Thanks for being here. And it's been really a very nice experience. Thank you very much.